Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur les ondes de la radio des Sans-Voix pour une nouvelle émission. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des Sans-Voix. En juin dernier, un article publié par l'Expression faisait état de la situation de 18 orphelins de l'orphelinat de Hamabouziane à Constantine qui s'apprêtaient à être transférés dans un nouveau centre à Tébessa. Un grand élan de solidarité s'opposant au déracinement de ces enfants du lieu dans lequel ils avaient toujours grandi s'était alors créé au niveau national. Ce fut également l'occasion pour des éducateurs qui contestaient cette décision de transfert de condamner au grand jour les traitements de maltraitance et d'emprisonnement dont sont victimes des orphelins en Algérie. Afin d'aborder ce fléau et d'en apprendre plus sur la situation des orphelins en Algérie, nous avons décidé d'inviter sur notre plateau une des voix porteuses du droit pour les orphelins algériens, Monsieur Mohamed Cherif Zerguine. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je suis très honoré de contribuer sur vos ondes. Vous êtes militant pour le droit des enfants et plus particulièrement pour celui des enfants abandonnés en Algérie. Vous avez animé plusieurs conférences et séminaires à ce sujet et êtes également écrivain, entre autres de Cendres de larmes, paru en 2015, de Né sous X dans le monde arabo-musulman, paru en 2011, et de Pupille de l'État, la peur de l'inconnu, paru en 2009. Monsieur Zerguine, afin de mieux vous connaître, pourriez-vous déjà nous expliquer votre parcours et ce qui vous a poussé à vous impliquer dans le militantisme pour le droit des enfants? Écoutez, c'est assez simple. Si vous avez lu un de mes ouvrages, donc je suis concerné par la question. Je suis né sous X. Et vous savez, à un certain âge, quand on a atteint une maturité assez avancée, on va dire, écoutez, on s'implique, on devient un peu philanthrope. Et surtout quand j'avais redécouvert en fait des lieux où j'avais vécu le début de mon existence avec ce statut de né sous X, ça m'a restigmatisé et j'avais envie de déposer quelque chose à mon tour pour cette catégorie de la population. Et de là est parti ce militantisme qui s'est amplifié sur une dizaine d'années. Voilà. Je vous propose en premier lieu d'aborder cette menace de transfert qui pèse constamment sur ces orphelins de Constantine que nous avons abordés. Quels sont les risques d'un tel déplacement forcé d'enfants qui manquent déjà de repères et d'affection? Alors écoutez, cette nouvelle m'a complètement bouleversé, pour la bonne et simple raison que je connais les lieux de ce transfert. Enfin, les décideurs locaux avaient laissé entendre le foyer pour enfants assistés de Bekaria dans le sud de Tébessa. Oui. Et qui, dans une actualité qui remonte à 2010, un drame avait sévi dans ces lieux. Et donc la personne avait été condamnée à 20 ans de prison à l'époque pour crime. Et moi, c'est l'emplacement même, je vous parle du lieu, pour que vous imaginiez un peu cette déportation, si je peux employer ce terme entre guillemets, parce que pour moi c'est une déportation de Constantine à Bekaria. Cette implantation de ce centre, moi je m'étais révolté à l'époque avec les gens du ministère, et je leur avais dit, mais qui a décidé de l'implantation d'un centre pour enfants vulnérables et pour leur insertion dans ce désert au pied d'une montagne, juste en face d'une forêt qui fait frissonner et qui est à 2000 mètres de la frontière tunisienne? Je ne vous apprendrai pas que dans ces lieux, il y a tous les trafics qu'on connaît, la contrebande, la délinquance à foison et bien sûr le grand banditisme et le terrorisme. Est-ce que ces enfants qui ont évolué pendant plus d'une dizaine d'années, parce qu'ils sont tous entre 8 et 20 ans, ils sont au nombre de 19, ils ont entre 8 et 20 ans, méritent une telle déportation et méritent un tel destin pour les voir ensuite enrôlés dans ce que je viens de vous évoquer? Eh bien écoutez, moi je m'y oppose avec force, je me suis exprimé, j'essaye de faire ce que je peux et l'affaire est en cours. On souhaite que ça fonctionne, que vos efforts portent leurs fruits. Pour, Inch'Allah, pour revenir au cas de maltraitance dénoncée dans ces centres où résident les enfants sans parents ou abandonnés en Algérie, pourriez-vous nous faire état des conditions de vie de ces enfants? Bien, alors là c'est assez épineux comme question, mais bon, je vais pas la politique de la langue de bois, sans pointer du doigt quiconque. Évidemment, il y a des personnes qui ont hérité de la bêtise humaine et qui sévissent. Oui.
comme dans tous les secteurs, on a le bon et le mauvais. Mais ce que je reproche à l'État, donc l'État qui est tuteur de ces enfants-là, c'est vraiment un laisser-aller au niveau pédagogique et au niveau encadrement, si je peux dire. Il y a un manque incommensurable de personnel expérimenté et spécialisé surtout. On voit des comportements d'éducateurs et d'éducateurs pseudo-spécialisés, excusez pour le pseudo, hein, mais je vous ai dit, j'ai pas de choses à cacher, qui dépassent beaucoup de limites et qui vont jusqu'à cette maltraitance que vous venez d'évoquer. Alors non seulement que l'enfant est brimé et séquestré dans son complexe éternel de stigmatisation de l'abandon, hein, qui est narcissique, mais en plus il est là comme s'il était coupable d'un crime, à subir les humeurs de ceux qui sont censés le prendre en charge et l'affectionner et l'insérer dans cette société pour en faire un homme ou une femme à part entière. J'ai eu l'occasion de faire la tournée des centres en 2008 avec une commission nationale d'enquête et on a constaté, j'ai vu ce que je suis en train de vous relater et depuis je ne cesse de demander et de revendiquer et d'ailleurs c'est inséré dans mes recommandations lors de colloques, conférences au niveau universitaire et au niveau de journées d'études organisées par le ministère en charge, de former plus d'assistantes sociales, plus d'éducateurs spécialisés, mais vraiment spécialisés, et éventuellement des juges spécialisés aussi. Et de combler le vide juridique qu'il y a pour justement que les services de sécurité, que les services judiciaires et sociaux j'allais dire, puissent vraiment les prendre en charge d'une manière effective et les insérer dans cette société. Voilà. Il reste beaucoup de travail, énormément de travail à faire. Sur le terrain législatif et sur le terrain de la réalité. On parle par exemple d'enfants qui sont attachés à leur lit. On parle de quoi quand on parle de maltraitance dans les orphelinats en Algérie? Alors le cas que vous avez vu dans un journal que je ne citerai pas parce que il a eu à colporter des informations qui sont tronquées. D'accord. Et lors de la visite, le deuxième jour de l'Aïd, initiée par mes soins, car il est interdit de s'introduire dans ces centres, aussi bien pour les personnes étrangères au service qu'à la presse. Juste pour la protection de l'enfant, il faut des autorisations spécifiques et que les personnes soient encadrées. Alors comme le secteur me connaît bien, ils m'ont fait confiance, donc ils m'ont accordé cette visite au deuxième jour de l'Aïd. Ils connaissent mes actions, je ne suis pas dans l'instigation de manifestations ou de désordre, je déteste ça, ce n'est pas dans mes habitudes, mon passé peut le dire. Moi je voulais une présence en force de couples, d'enfants, de cadres, de médecins, de juristes, pour apporter un soutien psychologique à ce groupe d'enfants qui avait été un peu choqué par cette décision qui était tombée en plein Ramadan et qui, vous savez, c'est une population très fragile qui peut être enrôlée, embrigadée dans la spéculation, l'instrumentalisation, la récupération politicienne, d'ailleurs on est en plein dedans. Et si vous me le permettez, moi je dénonce encore les personnes qui vont se reconnaître, qui ont tenté lors de cette visite de détourner cette visite que moi j'avais initiée en mon nom d'humaniste et de soutien moral à ces enfants et qui en ont fait une récupération politicienne et qui se sont affichés sur les journaux locaux et sur leurs pages de réseaux sociaux, notamment Facebook, et qui revendiquent un soi-disant dénouement alors qu'il n'en est rien encore. Madame la ministre, d'après les informations que j'ai, a suspendu le transfert. On m'a informé de la question le 22 juin, lors de l'appel que j'avais lancé. Mes amis d'Alger m'avaient informé que Madame la ministre avait donc gelé le transfert et avait pris le dossier en main pour trouver la meilleure solution en fait. Et cette solution, elle ne vient pas comme ça d'un claquement de doigts. Vous savez très bien que Madame la ministre vient d'être installée dans ses fonctions. C'est un nouveau gouvernement qu'on a. Et au niveau local aussi, au niveau de Constantine, la directrice de l'action sociale, que je respecte beaucoup, qui m'a écouté et que j'ai écouté, on s'entend très bien, est nouvelle aussi dans ses fonctions. Donc il n'est pas facile pour deux personnes qui arrivent dans le secteur de décider comme ça, sans prendre un peu de recul et sans se pencher sur la question. Mais il est certain qu'ils n'iront pas à Tbessa. Ils n'iront pas à Tbessa, comme je vous l'ai dit au début de vos questions,
c'est une déportation. S'ils vont ça, on va les perdre. Donc, c'est-à-dire qu'au pire des cas, s'il y a transfert, ça sera dans une ville limitrophe de Constantine, où ils seront vraiment pas dépaysés, ils seront en centre-ville pour une meilleure insertion, mais hors de question de les isoler à des centaines de kilomètres. Je reviens à cette récupération politique que je condamne encore, que je dénonce avec vigueur, et je lance appel au pouvoir public justement, et à toute personne de bonne volonté, de faire barrage à ces opportunistes, excusez-moi l'expression, mais je dois le dire. On n'a pas le droit de politiser un dossier aussi sensible que celui des enfants abandonnés, et on n'a pas le droit d'instrumentaliser un fait qui aurait pu être réglé discrètement, j'allais dire, tranquillement, gentiment, avec grande diplomatie, en chahut sur la voie publique, et rouler pour tel député et telle couleur politique ou telle tendance. Moi, je le condamne, ce comportement, je le condamne avec vigueur, et je serai toujours debout face à ces gens pour dénoncer leur comportement et pour éviter à ce groupe d'enfants d'être entraînés et embrigadés dans ce que je ne leur souhaite pas. Pour continuer sur ce point de maltraitance, à quel point est-il possible de considérer la maltraitance comme une violation récurrente des droits des enfants orphelins en Algérie? Alors, la violation récurrente des droits de l'enfant en Algérie, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai enlevé le mot orphelin, elle est extraordinaire. Je suis un peu déçu d'utiliser le mot extraordinaire pour cette récurrente violation, car on la voit à chaque coin de rue. Et l'un de mes plaidoyers depuis 2012, et que j'avais écrit d'ailleurs dans un manifeste à l'endroit de l'enfance algérienne, c'était justement sur cette violation des droits de l'enfant qu'on croise tous les jours, mais vraiment tous les jours à chaque coin de rue, dans l'exploitation des mineurs. Moi, je vois des gosses de 6 ans, 7 ans exploités par leurs propres parents, il faut le dire, par leur propre famille. C'est une violation des droits de l'enfant. Je vois des comportements d'adultes, mais vraiment d'un âge de pierre envers leurs propres enfants. Je commencerai déjà par là, par l'enfance d'une manière générale. Et pour faire la chute, donc, sur les enfants privés de famille, qui malheureusement, parfois et trop souvent, n'ont pas de tuteur digne de ce nom. Le tuteur des orphelins, c'est le chef de l'État. Au niveau des wilayas, c'est le Wali de la République. C'est monsieur le Wali de la République qui est tuteur de ces enfants et protecteur de ces... Par délégation, c'est le directeur de l'action sociale, vous voyez. Donc, c'est les démembrements de l'État qui sont censés protéger cette enfance de toute maltraitance et de toute violation des droits de l'enfant. Et pour aller encore plus loin, j'évoquerai l'article 72 de la Constitution de mars 2016 qui stipule que l'enfance abandonnée est totalement prise en charge par l'État. Donc tout est dit. Au niveau de la loi fondamentale, tout fonctionnaire, tout haut fonctionnaire, de loin ou de près, est concerné par la question de l'enfance abandonnée et doit le prendre en charge, doit le protéger. Sinon, il est en violation des droits de l'enfant et bien entendu de la Constitution du droit interne. Voilà ce que je peux répondre à ça. Quelles sont donc les principales lacunes dans le système de prise en charge des enfants prévu par l'État algérien? Alors, les principales lacunes, je dirais, comme j'ai toujours revendiqué, et ça figure dans la liste de ce manifeste que j'avais écrit en 2012 et que j'avais distribué un peu à tout le monde, aux institutions et aux personnes concernées, c'est d'ériger un vrai tribunal pour enfants, d'ériger des magistrats spécialisés à l'endroit de l'enfant, bien entendu pour gérer et pour réprimer la délinquance juvénile, mais aussi pour protéger l'enfant. Le magistrat n'est pas là uniquement pour signer des ordonnances de déplacement, comme pour le cas de ce groupe d'enfants de Constantine. Quand on me dit c'est une décision qui va être judiciaire, on sait que c'est une décision judiciaire, mais demandée par qui? Demandée par la direction d'action sociale, par l'autorité en charge de ce dossier. Le juge actuellement est démuni, le juge des mineurs au niveau des instances judiciaires est très démuni et il y a un vide juridique, il n'a pas de mécanisme. Et notre revendication, depuis des lustres, c'est vraiment d'ériger un tribunal pour enfants digne de ce nom, avec les spécialistes, les juristes spécialistes de la question de l'enfance et des droits de l'enfant, vulgariser les droits de l'enfant au niveau des écoles et au niveau universitaire, et aller vraiment vers une prise en charge effective de toute l'enfance, de l'enfance d'une manière générale, et que l'enfant devienne quelque part, je ne sais pas si c'est culturel chez nous, mais je vais quand même oser le dire, que cet enfant sorte de l'objet, du statut d'objet, excusez la métaphore, mais du statut d'objet
qu'on constate de temps en temps, et malheureusement avec récurrence, comme on disait plus haut, dans des familles ou dans des institutions en charge des enfants vulnérables, et qui deviennent la propriété de l'État. C'est-à-dire qu'ils deviennent, excusez le terme, la propriété de l'État dans sa protection. Et là, on aura fait un énorme pas. Donc, il y a un vide juridique à combler, il y a des textes à renforcer, à mettre en place des mécanismes. Bon, il y a cette loi pour la protection et la promotion de l'enfance du mois de juillet 2015 qui est arrivée, et c'était une victoire pour nous, militants, mais il y a des manques pour mettre en pratique, parce qu'aujourd'hui, quand on parle des services de sécurité, aussi bien la brigade des mineurs de la police nationale ou les brigades de protection des mineurs de la gendarmerie nationale, vous savez, les deux corps constitués sont des outils de la justice, comme on sait, et s'il y a le vide juridique, le magistrat est brimé dans une impasse, et par voie de conséquence, les services de sécurité ne peuvent pas mettre en œuvre cette protection et cette promotion des droits de l'enfant. Donc il est temps aux législateurs, surtout qu'en très haut lieu, lors de la révision de la Constitution donc de 2016, il a été accordé par le président de la République cette prise en charge effective et totale de l'enfance abandonnée dans la Constitution, dans l'article 72. Donc on peut dire que cette prise en charge est constitutionnalisée, c'est la loi fondamentale. Ça ouvre une énorme porte pour le législateur, notamment Madame la ministre de la Solidarité et tous les secteurs concernés, de légiférer avec le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur et tous les secteurs, comme je vous disais, concernés par cette enfance, le ministère de l'Éducation, de la formation professionnelle, et ériger au plus vite une réelle loi protégeant l'enfance et les générations futures de ce pays. Moi, je suis outré à chaque fois que je constate qu'il y a des vides juridiques pour protéger l'avenir de ce pays. Car c'est l'avenir de ce pays, cette enfance. Nous, on n'est pas en train de militer comme ça dans le vent pour des choses matérielles. C'est l'avenir de ce pays qui est en jeu, et on n'a pas le droit de brimer l'enfant et de le considérer comme un adulte dès son tendre âge. Cet enfant a le droit de jouer, il a le droit à des crises d'adolescence, et l'adulte est là pour l'accompagner, le protéger et l'insérer pour qu'il devienne l'homme de demain. Quelles sont les principales problématiques auxquelles les enfants sans famille et les enfants abandonnés sont confrontés durant leur parcours en Algérie? Je répondrai spontanément. On a un énorme problème qui est dû au clientélisme. Oui. Moi, quand je suis rentré après 30 ans d'émigration en France, en Europe, donc, l'Algérie est très très jeune et j'ai été foudroyé. Beaucoup de jeunes sont livrés à eux-mêmes. Moi, je vois des jeunes tous les jours, des adolescents qui sont livrés à eux-mêmes, qui quittent le cursus scolaire, qui ne sont pas cadrés, qui ne sont pas réinsérés, qui ne sont pas orientés vers des formations professionnelles, vers des parcours où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent réellement avoir la chance et l'espoir de s'accomplir déjà et de déboucher sur des métiers qui les passionnent. On a un génie algérien, mais qui est malheureusement mis de côté parce qu'on sait, par ce système qui, et c'est pas moi qui le dénonce en première ligne, ce système qui devient de plus en plus corrompu, qui n'est pas dans une prise de conscience envers sa propre progéniture. Paradoxalement, on retrouve des personnes qui font dans le moment, pour eux c'est le présent, c'est ce qu'ils vont gagner tout de suite, ils négligent d'un revers de bras leur propre progéniture. Moi, je pense que c'est une pathologie assez schizophrène, et il est temps que la société civile honnête, que le courage politique des politiques honnêtes prennent ce dossier en main et le portent au plus haut niveau. C'est l'une des priorités fondamentales pour construire une nation meilleure que celle-ci et apporter et redonner espoir et provoquer quelque part une dynamique pour que ces jeunes puissent s'enrôler dans cette dynamique positive et constructive et aller vers le meilleur. Voilà ce que je peux dire par rapport aux lacunes du système de prise en charge. Vous avez à maintes reprises dénoncé les inégalités de traitement auxquelles font face les enfants orphelins en Algérie. Pourriez-vous nous donner quelques exemples de ces inégalités afin de mieux pouvoir comprendre la gravité de la situation? Spontanément, je vous dirais que déjà au niveau scolaire, même les orphelins en placement dans des familles rencontrent des difficultés d'identité, parce qu'ils ne sont pas inscrits sur le livret de famille de la famille d'accueil d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire qu'ils sont complètement exclus. Il y a l'acte de kafala qui est là et parfois qui n'est pas reconnu par certaines administrations par manque de compétences et d'ignorance, et donc les premiers déboires commencent
lors de l'examen du BEM, lors des démarches pour les pièces d'identité, aussi banales que ça. Donc il y a déjà une discrimination flagrante. Moi j'ai eu à traiter personnellement quelques cas et j'ai aidé quelques personnes qui ont mon statut à faire établir leur S12, car il n'a pas été prévu par le législateur pour cette catégorie de la population. Bon, je pense qu'aujourd'hui ils ont remédié au problème, mais à l'époque c'était le problème. Il y a eu un problème aussi lors des demandes des certificats de nationalité. Quand vous vous présentez au guichet, le monsieur qui est derrière le comptoir, dans son innocence, dans son ignorance aussi, il n'est pas fautif. Je reviens toujours sur les textes qui n'existent pas, le vide juridique et les mécanismes inexistants, qui est bloqué parce qu'il faut donner l'acte du père et l'acte du grand-père. Enfin, vous voyez, ce genre de lacune qu'il incombe au ministère de l'Intérieur de considérer cette population comme existante, car elle est là et elle est importante, et de remédier à ces lacunes au niveau des textes pour leur éviter une deuxième stigmatisation, un deuxième traumatisme qui les bloque et qui parfois les fait tomber dans des drames psychologiques. Imaginez, vous êtes dans une famille et à l'âge de 20 ans, vous découvrez, parce que vous n'avez pas de papier, vous découvrez par exemple que vous n'êtes pas l'enfant de la famille avec laquelle vous évoluez comme ça subitement à la mairie ou au palais de justice quand vous demandez votre certificat de nationalité. Moi, je n'aimerais pas être à la place de ce jeune qui découvre son statut dans un lieu public, dans une administration. Moi, j'aimerais que les familles d'accueil soient sensibilisées lors des placements d'enfants pour faire grandir l'enfant avec sa vérité. Je l'ai toujours revendiqué. Je souhaiterais aussi que l'on insère, et cette idée figure dans mon manifeste de 92, que l'on insère, pour être en conformité, ma charia islamia, et l'article 2 de la Constitution qui stipule que l'islam est la religion de l'État, au lieu d'inscrire le mkfoul, donc l'enfant orphelin, à la place et au lieu de l'enfant des jeunes gens mariés, qui est prohibé par l'islam, on peut ajouter une page à la fin du livret de famille intitulé Kafil Mkfoul, pour les familles désireuses de recueillir un enfant et de l'inscrire et lui donner quelque part une sécurité, lui offrir une famille d'accueil, pas un kafil. Je ferai la chute sur ce combat qui me tient à cœur et qui n'est toujours pas réglé, qui consiste en l'abrogation de l'article 125 du Code de la famille, qui stipule que lorsque le kafil décède, les droits de ce mekfoul, de l'enfant en fait qui a été recueilli, peu importe son âge, sont revus par les héritiers. Et là, moi, je suis terrassé, c'est-à-dire qu'on donne le statut de l'être humain qui a été recueilli par ce kafil décédé, d'objet de transfert dans l'héritage, et si les héritiers décident de ne pas le prendre en charge, il retourne dans l'institution et il est complètement déshérité, démuni de ses droits. On n'arrête pas de demander l'abrogation et pour que la kafala de droit musulman devienne définitive. Quand on prend un enfant en charge bébé, on n'a pas le droit de le laisser dans une situation précaire. Pour finir, M. Zerguine, selon vous, quelles mesures faudrait-il prendre pour garantir une meilleure protection des droits des enfants abandonnés et orphelins en Algérie? Alors la première mesure, sine qua non, sans hésiter, sans spéculation, sans aucune hésitation, c'est d'immédiatement créer une commission nationale qui mettrait en place un fichier des naissances sous X dans toutes les maternités nationales et en parallèle élaborer un autre fichier des familles d'accueil qui postulent donc pour prendre en charge ces enfants et rapidement légiférer pour abroger les lois qu'on a héritées de l'empire colonial qui consistent en des délais allant de 3 mois voire plusieurs années pour placer un bébé dans une famille et placer l'enfant immédiatement après sa naissance. Le travail que faisaient les Français à l'époque, avant l'indépendance, parce que eux, c'était encore une autre problématique, c'était l'infanticide, donc ils avaient protégé l'enfant par les naissances sous X, qui est, je vous le signale, prohibé par l'islam. On n'a pas de concept de naissance sous X en islam, et Dieu sait que je m'étais investi avec les sciences islamiques pour le comprendre et le découvrir. Il serait beaucoup plus simple et protecteur, donc à cette commission ou à cet organe qui serait créé, de mettre en place un conseil de famille, on pourrait appeler ça un conseil de famille, pour ces enfants-là, et de mettre en place 2 fichiers, de traiter la question, comme je vous disais tout à l'heure, par des équipes spécialisées en amont de la naissance du bébé. C'est-à-dire que si la jeune maman souhaite garder son bébé, personne n'a le droit de la séparer de lui. Ça, je le réitère, et en ma qualité de né sous X, on m'aurait posé la question, était bébé, et j'aurais pu répondre, jamais je n'aurais accepté d'être séparé de ma mère.
personne ne peut prendre une décision pareille à la place des concernés. Donc si la maman souhaite garder le bébé, qu'on lui laisse son bébé, qu'on l'écoute, qu'on l'encadre. Elle a peut-être été violée, abusée. Il est facile de pointer du doigt cette jeune femme, mais il faut comprendre dans quelle situation elle a eu ce gosse. Et autre chose, on est dans une société d'hommes, c'est une société très hostile, donc aux législateurs de se dépêcher de protéger cette catégorie de la population vulnérable. Et bien entendu, quand elle ne souhaite pas garder ce bébé, quand son âge ne lui permet pas, eh ben, on place immédiatement après la naissance de l'enfant, on prépare la famille d'accueil, on a les moyens de le faire, c'est pas quelque chose de compliqué, hein, on va pas envoyer une fusée sur la planète Neptune, on place l'enfant immédiatement dans la chaleur familiale pour qu'il puisse avoir la chaleur familiale et l'affection qu'il lui faut pour s'épanouir. Et je pense que même sur la problématique économique, on épargnerait à l'État d'énormes dépenses qui sont souvent détournées, excusez-moi l'expression, mais il y a beaucoup de trafic dans les centres et dans les budgets affectés aux différents centres, hein, comme on le sait. Moi, c'est vraiment la meilleure solution immédiate pour cette catégorie de la population. Monsieur Zerguine, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Surtout, je vous remercie de nous avoir permis de traiter des droits des enfants abandonnés et orphelins en Algérie, des droits trop souvent violés et surtout trop souvent pris à la légère dans ce pays. Quant à vous, chers auditeurs et chères auditrices, je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec une nouvelle personnalité. Au revoir. Au revoir.